À quoi ressemble vraiment une vie qui pèse autour de 400 millions de dollars, quand on s'appelle Brad Pitt, en 2025? Imaginez un homme capable d'acheter une maison accrochée à une falaise pour le prix de dizaines de villas ordinaires, et pourtant, l'endroit qui lui coûte le plus cher n'est pas une propriété. C'est un lieu invisible. Une zone de sa vie qu'aucune fortune ne peut sécuriser, la paix. Parce qu'en 2025, Brad Pitt ne vit pas seulement entouré de luxe. Il vit entouré de symboles. Des maisons qui ressemblent à des œuvres d'architecture, des objets choisis comme des talismans, des investissements pensés comme des coups d'échec, et au milieu de tout ça, un domaine en Provence devenu le théâtre d'une guerre silencieuse, longue, épuisante. Un endroit où l'on faisait autrefois du vin, des souvenirs, des promesses, et où l'on s'envoie désormais des avocats. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que le luxe de la vie de Brad Pitt n'est pas celui qu'on imagine. Ce n'est pas le bling-bling. Ce n'est pas la démonstration. Chez lui, le luxe ressemble à une décision. Une manière de contrôler le chaos, de sculpter le monde autour de soi, de transformer la célébrité en quelque chose de respirable. Restez avec moi, parce que dans quelques instants, on va ouvrir 3 portes. La première, comment sa fortune s'est construite bien au-delà des films, dans les coulisses, là où se font les vrais empires. La deuxième, pourquoi les maisons de Brad Pitt racontent davantage son esprit que son compte en banque. Et la troisième, la plus étrange, comment un vignoble idyllique a pu devenir l'un des chapitres les plus lourds de sa vie. Et pendant qu'on avance, j'aimerais vous poser une question simple. Si vous aviez tout l'argent du monde, est-ce que vous chercheriez davantage de plaisir, ou davantage de silence? Si ce genre de voyage vous plaît, si vous aimez quand on va au-delà de la surface, pensez à laisser un j'aime maintenant. Pas pour l'algorithme. Pour vous. C'est comme une petite promesse, je veux d'autres histoires comme celle-là. Parce que pour comprendre la vie de Brad Pitt en 2025, il faut revenir à un détail qu'on oublie toujours. Avant les villas, avant les tapis rouges, avant la fortune de Brad Pitt, il y avait un enfant du Midwest. Un garçon né en 1963, dans l'Oklahoma, qui grandit surtout dans le Missouri, loin d'Hollywood, dans une Amérique de routes longues, de maisons simples et de valeurs très carrées. Un père qui travaille dans le transport routier. Une mère conseillère scolaire. Un environnement où l'on n'apprend pas à briller, mais à tenir. Vous imaginez le contraste? Aujourd'hui, on prononce son nom et on pense instantanément à une silhouette impeccable, une mâchoire de cinéma, des rôles mythiques, des contrats à vie chiffres. Mais au départ, Brad Pitt, c'est un jeune homme qui observe, qui absorbe, qui se construit en silence. Il étudie, s'oriente vers le journalisme et la publicité, comme si sa vie devait rester normale. Et puis, un jour, quelque chose le démange. Une sensation intérieure, l'idée qu'il est en train de rater sa propre histoire. Alors il fait ce que peu de gens osent faire, il quitte presque tout, il part à Los Angeles, et il arrive là-bas sans armure. Au début, ce n'est pas une vie de star. C'est une vie de survie. Petit boulot, audition, porte qui se ferme, sourire forcé. Vous voyez ces moments où vous vous sentez à 2 centimètres d'une vie meilleure, mais où le monde vous rappelle que vous n'êtes personne? Brad Pitt a vécu ça. Et c'est important, parce que ça explique tout ce qu'il fera plus tard avec l'argent. Quand le succès arrive, il arrive comme une explosion. Un rôle qui marque, un sourire qui déclenche une époque, une présence qui rend les caméras amoureuses. Et petit à petit, Brad Pitt devient une figure mondiale. Il traverse les années 90 comme une comète. Il n'est pas seulement célèbre, il devient un symbole. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au moment même où le public pense qu'il a réussi, lui commence déjà à préparer autre chose. Un deuxième étage. Une autre source de pouvoir. Quelque chose que les gens ne voient pas sur l'écran. Parce que la fortune de Brad Pitt ne repose pas seulement sur les cachets. Bien sûr, il gagne énormément en tant qu'acteur. En 2025, il continue d'être payé comme un sommet de l'industrie, et ses projets récents lui ont encore permis de toucher des montants impressionnants. Mais ce n'est pas là que se cache le cœur de son empire. Le vrai tournant, c'est quand il comprend une règle simple. À Hollywood, être devant la caméra vous rend riche. Mais être derrière, vous rend libre. Et c'est pour ça qu'il cofonde, au début des années 2000, une société de production qui deviendra l'un des moteurs les plus respectés du cinéma moderne. Une structure capable de financer, porter, et faire triompher des films qui ne ressemblent pas à des produits préfabriqués. Et là, Brad Pitt change de statut. Il n'est plus seulement un visage. Il devient un décideur. Des films récompensés, des succès critiques, des Oscars, et surtout, une crédibilité nouvelle. Parce que produire, ce n'est pas poser pour une affiche. C'est choisir une histoire, parier sur une équipe, risquer de perdre, puis encaisser quand ça marche. C'est une forme de puissance plus silencieuse. Plus durable. Et justement, c'est ce style-là qui colle à l'homme, le luxe discret. L'influence sans bruit. Quelques années plus tard, ce choix lui rapporte gros. Une partie de sa société de production est cédée à un grand groupe européen,
sur une valorisation massive, tout en lui laissant un rôle créatif et une place dans la suite de l'aventure. Autrement dit, il encaisse, mais il ne disparaît pas. Il garde un pied dans la machine, parce qu'il ne veut pas seulement gagner, il veut continuer à choisir. Vous voyez la différence? Beaucoup de stars dépensent pour montrer qu'elles existent. Lui dépense, et investit, comme s'il essayait de construire un monde où il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est exactement là que commence notre visite du luxe de la vie de Brad Pitt en 2025. D'abord, il y a ce luxe qu'on ne peut pas mettre dans une vitrine, la sécurité financière. En 2025, les estimations publiques autour de sa fortune tournent autour des 400 millions de dollars. Ce chiffre, à lui seul, est une planète. Et pourtant, Brad Pitt ne se comporte pas comme un homme qui veut écraser les autres. Il se comporte comme un homme qui veut contrôler sa trajectoire. Et c'est là que les maisons de Brad Pitt deviennent un langage. Parce que chez lui, l'immobilier n'est pas seulement un endroit pour dormir. C'est une obsession. Une passion presque artistique. Un terrain où il peut faire quelque chose que le cinéma ne lui offre pas toujours, transformer la matière. Il aime l'architecture. Pas comme un hobby de riche. Comme un besoin de cerveau. Un besoin de forme, de lumière, de ligne. Il a cette idée que l'on peut habiter une œuvre d'art, littéralement. Et quand vous regardez ses propriétés, vous comprenez, il ne cherche pas la maison la plus chère. Il cherche la maison qui raconte quelque chose. Prenez Los Angeles. Pendant des années, il a vécu dans un ensemble de maisons rassemblées petit à petit dans un quartier discret, comme si au lieu d'acheter une villa, il construisait un village. Une parcelle après l'autre, une maison après l'autre, jusqu'à créer un domaine privé de près de 2 acres. Ce n'est pas un achat impulsif. C'est une œuvre longue. Pendant qu'Hollywood change de mode tous les 6 mois, lui construit une forteresse calme, pensée pour la vie réelle. Un endroit où l'on peut être un père, pas seulement une star. Un endroit où l'on peut respirer sans flash. Et puis, en 2023, il vend. Off-market. Une transaction massive. Autour de 33 millions de dollars. Comme ça. Presque sans bruit. Mais ce qui est incroyable, c'est ce qu'il fait ensuite. Au lieu de racheter plus grand, plus clinquant, plus waouh, il échange. Il réduit. Il choisit une maison plus petite, plus simple, plus fonctionnelle, dans le même univers de discrétion. Pourquoi? Parce que le luxe ultime, parfois, c'est d'avoir moins. Moins d'espace à protéger. Moins de pièces à remplir. Moins d'angles morts. Et cette décision prend un sens particulier quand, en 2025, son domicile de Los Angeles subit une effraction pendant qu'il est en déplacement. Vous imaginez la scène? Vous êtes l'un des hommes les plus connus de la planète, vous possédez des œuvres d'art, des objets rares, des souvenirs, et pendant que vous travaillez, des inconnus traversent vos murs. C'est là qu'on comprend que la richesse attire autant qu'elle isole. Et qu'à un certain niveau, la sécurité devient un poste de dépense comme un autre. Des systèmes, des équipes, des protocoles, pas pour faire luxueux, mais pour survivre dans la réalité d'une célébrité mondiale. Si vous sentez que derrière les paillettes, il y a quelque chose de plus humain, de plus fragile, dites-le en commentaire. Juste un mot, fragile. Parce que c'est exactement le paradoxe de cette histoire. Plus on a peur de perdre. Maintenant, parlons du joyau qui choque tout le monde, Carmel Islands. En 2022, Brad Pitt achète une maison historique perchée sur la côte californienne, dans un décor presque irréel. Prix annoncé, autour de 40 millions de dollars. Et là, on bascule dans l'art pur. Parce que cette maison, ce n'est pas une villa moderne avec des écrans partout. C'est une pièce d'histoire. Un bâtiment du début du XXe siècle, conçu par l'un des grands noms du mouvement Art and Craft américain. Une maison qui semble sortir de la roche, bâtie avec des matériaux locaux, pensée pour dialoguer avec l'océan. Vous la voyez? Le vent, le sel, les cris lointains des oiseaux, les fenêtres qui captent la lumière comme si elles avaient été placées là pour peindre le ciel. Ce n'est pas une maison qui dit « Regardez ma fortune ». C'est une maison qui dit « Regardez mon goût ». Et c'est ça, le luxe de Brad Pitt, un luxe esthétique. Un luxe cérébral. Il ne s'offre pas seulement des mètres carrés. Il s'offre une sensation, celle d'habiter quelque chose de rare, de presque spirituel. Un endroit où l'on peut se retrouver face à la mer comme face à soi-même, sans public, sans bruit, sans rôle à jouer. Mais vous savez ce qui est encore plus intéressant? C'est que ce genre d'achat ressemble à un refuge. Comme si, après des années de tempête médiatique, il cherchait une géographie intérieure. Une falaise pour tenir debout. Et puis, il y a la Provence. Château Miraval. Un nom qui sonne comme un film. Un domaine gigantesque, des hectares de vignes, un château, des jardins, et un passé chargé. Parce que Miraval, ce n'est pas seulement un endroit. C'est un symbole. Le symbole d'un couple qui a fasciné le monde. Le symbole d'un mariage. Le symbole d'une famille. Et aujourd'hui, le symbole d'une fracture.
À Miraval, le luxe devient tragique. Au départ, l'histoire est presque parfaite. Un domaine acheté, une ambition, un vin rosé qui devient un succès international, des bouteilles qui s'arrachent, un projet qui mélange amour, business, image, héritage. Même un studio d'enregistrement mythique sur la propriété, un lieu qui attire des artistes depuis des décennies et qui finit par être relancé, modernisé, remis en service comme une renaissance. Mais ensuite, tout bascule. Après la séparation, ce domaine devient l'objet d'un conflit judiciaire long, complexe, douloureux. Des accords supposés, des ventes contestées, des messages privés demandés par un juge, des procédures qui s'empilent. En 2025, l'affaire continue encore, malgré la fin officielle du divorce. Miraval est comme une maison dont les murs seraient faits de souvenirs et d'avocats. Et c'est là qu'on touche le cœur psychologique de l'histoire, le luxe n'empêche pas la douleur. Parfois, il l'amplifie. Parce que plus l'objet est grand, plus la perte est lourde. Plus la valeur est énorme, plus la bataille est violente. Vous imaginez ce que ça fait, d'être à la fois l'homme qui peut s'offrir des falaises, et celui qui se bat pour un lieu où il a aimé, où il a construit, où il s'est marié? C'est comme si le passé refusait de se taire. À ce stade, si vous êtes encore là, abonnez-vous. Pas par réflexe. Parce que ce genre d'histoire, on la raconte rarement de cette manière, avec le luxe à l'extérieur, et la fissure à l'intérieur. Et justement, parlons des fissures, parce qu'elles expliquent aussi ces dépenses les plus surprenantes. En 2025, Brad Pitt ne se contente pas d'acheter des choses. Il curate sa vie. Il sélectionne. Il compose. Regardez sa manière de créer des extensions à Miraval. Un champagne rosé pensé comme une pièce d'orfèvrerie, une collaboration avec des maisons familiales du vin, une production en édition limitée, une obsession de la qualité. On n'est pas dans le produit dérivé. On est dans l'objet de prestige. Et puis, il y a cette autre branche inattendue, la cosmétique. Une ligne de soins lancée au début des années 2020, inspirée par le monde de la vigne, par la science, par l'idée de durabilité. Encore une fois, ce n'est pas je mets mon visage sur un flacon. C'est je construis une marque qui peut vivre sans moi. Et là, vous comprenez la stratégie. L'argent d'un film, c'est puissant, mais c'est ponctuel. Une marque, une production, un domaine, une entreprise, c'est un fleuve. C'est comme ça qu'on transforme la célébrité en fortune. Et la fortune en héritage. Mais si on ne parle que d'immobilier et d'entreprise, on rate une partie de la magie, parce que le public adore un élément précis, les voitures de Brad Pitt. Le garage. Le mythe mécanique. Alors soyons honnêtes, à ce niveau, il y a toujours une part de légende. Des listes qui circulent, des modèles supposés, des chiffres exagérés. Mais il y a une constante, solide, observable, Brad Pitt aime les machines. Il aime ce qui a du métal, du bruit, une âme. Il a été associé à des voitures technologiques, comme ces prototypes à hydrogène extrêmement rares qui ont marqué les années 2000, parfois visibles lors de grands événements. Ce choix n'est pas innocent. Parce qu'il raconte une autre dualité, le luxe, oui, mais avec une conscience de l'époque. Une curiosité pour l'innovation. Une manière de dire, je peux rouler dans n'importe quoi, et je choisis l'étrange. Et puis, il y a les voitures plus classiques du luxe, des sportives, des anglaises élégantes, des italiennes agressives, des allemandes précises. L'idée d'un garage qui ressemble à une galerie. Chaque voiture comme une sculpture mobile. Chaque courbe comme une signature. Mais là où Brad Pitt est vraiment à part, c'est dans les motos. Parce que la moto, ce n'est pas juste un jouet. C'est une sensation physique. C'est le vent, le risque, l'équilibre. Et pour un homme dont la vie est entourée de barrières, de sécurité, de protocoles, la moto est presque un acte de liberté. On parle de modèles rares, de pièces personnalisées, de machines inspirées de la course, de motos vintage qui portent l'histoire dans leur boulon. Certaines motos sont devenues iconiques, photographiées, repérées, commentées. Et là encore, ce n'est pas seulement cher. C'est significatif. Posez-vous la question, pourquoi un homme qui pourrait se faire conduire partout s'accroche-t-il à l'idée de tenir lui-même un guidon? Parce que c'est une manière de redevenir réel. De sentir le monde sans filtre. Et ça, c'est peut-être le vrai luxe, avoir encore des sensations authentiques. Si vous avez déjà ressenti ça, ce besoin de réel, ce besoin de contact, laissez un j'aime maintenant. C'est notre petite façon de dire, on se comprend. Maintenant, un autre aspect du luxe de la vie de Brad Pitt en 2025 fascine énormément, son style. Parce que Brad Pitt a ce truc rare, il peut être l'icône parfaite, et en même temps, donner l'impression qu'il s'en fiche. Comme s'il portait les vêtements, mais refusait d'être porté par l'image. Ces dernières années, il s'est amusé avec la mode, parfois de manière surprenante, parfois presque provocante, mais toujours avec cette sensation de liberté. Et surtout, il a franchi un cap, il a cofondé une marque. Une marque de cachemire ultra haut de gamme, pensée autour de la douceur, des matières,
et d'un détail qui intrigue, des boutons en pierre, associés à une symbolique énergétique, comme si le vêtement devenait un objet presque spirituel. On parle de pièces vendues à des prix très élevés, fabriquées en Italie, conçues pour durer, pour être portées longtemps. Et là, ça rejoint son obsession globale, acheter moins, mais acheter mieux. Acheter rare. Acheter intentionnel. Ce n'est pas le luxe du nouveau. C'est le luxe du juste. Et quand vous assemblez tout ça, les maisons sculpturales, les machines choisies, les vêtements pensés, vous commencez à voir l'homme derrière le mythe, quelqu'un qui tente de transformer sa vie en œuvre cohérente. Mais ce portrait serait incomplet si on ne parlait pas du chapitre le plus inattendu, l'art. Brad Pitt n'est pas seulement un collectionneur. Il s'intéresse aux gestes, à la création. Et il a même exposé des sculptures dans un musée en Europe du Nord, aux côtés d'autres artistes issus d'univers complètement différents. Une exposition qui a surpris tout le monde, parce qu'on ne s'attend pas à voir une star hollywoodienne présenter des œuvres personnelles, fragiles, parfois sombres, parfois comme des confessions en volume. Et là, encore une fois, la dualité surgit. L'homme au visage parfait s'essaie à l'art comme on s'essaie à une thérapie. L'homme riche se met à façonner la matière comme s'il cherchait à réparer quelque chose à l'intérieur. Vous imaginez ce que ça signifie? Quand on a tout ce que l'argent peut acheter, on finit par acheter du sens. Et c'est peut-être pour ça que sa collection ne se limite pas à des tableaux prestige. Il est attiré par des pièces contemporaines, des formes qui dérangent, des créations qui racontent le monde. Parce que le luxe le plus sophistiqué n'est pas toujours celui qui brille. Parfois, c'est celui qui questionne. Et justement, questionnons une chose, la philanthropie. On ne peut pas parler de la fortune de Brad Pitt sans évoquer ses actions humanitaires, parce qu'elles font partie de son récit depuis longtemps. Dons, fondations, soutien à des causes internationales, et aussi, un projet très concret qui a marqué son image. La construction de maisons après une catastrophe majeure aux États-Unis. Un projet lancé avec une intention forte, aider des familles à reconstruire. Mais un projet qui s'est ensuite retrouvé au cœur de critiques, de plaintes, et d'une réalité compliquée. Certains logements se seraient dégradés plus vite que prévu, des habitants ont souffert, la situation est devenue un cauchemar administratif et humain. Une affaire qui a fini par mener à un accord financier très important, avec des millions de dollars destinés à indemniser. Et là, on touche un point essentiel. Même la générosité, quand on est célèbre, devient un territoire risqué. Parce que la bonne intention ne suffit pas. Il faut l'exécution parfaite. Sinon, le rêve se transforme en accusation. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce choc, Brad Pitt ne s'est pas effacé du monde. Il continue de soutenir, de donner, de financer. Simplement, avec plus de prudence. Plus de structure. Plus de contrôle. Encore une fois, l'intention. Toujours l'intention. Maintenant, revenons au sommet de 2025, parce qu'il y a un événement qui a remis Brad Pitt au centre du grand spectacle, son film autour de la Formule 1. Un projet massif, tourné au plus près des circuits, avec une authenticité poussée, accompagné par des personnes du milieu, et porté par une machine de production gigantesque. Le film sort en salle en 2025, fait un bruit énorme, devient l'un des grands succès de l'année, et finit même par devenir l'un des plus gros triomphes de sa carrière en termes de box-office mondial, avec des recettes dépassant largement les centaines de millions. Et là, vous voyez l'effet direct sur son luxe. Chaque succès de ce type renforce la marque Brad Pitt, donc renforce ses capacités à investir, à négocier, à produire, à choisir. Ce n'est pas juste un film. C'est un carburant. Mais ce qui est fascinant, c'est que plus il remonte dans la lumière, plus il semble vouloir se cacher. Parce qu'en 2025, Brad Pitt ne fait pas la tournée du luxe comme une démonstration. Il fait la tournée du luxe comme une stratégie d'évitement. Il se crée des refuges. Il multiplie les lieux où il peut exister sans être regardé. Et c'est là que ses propriétés deviennent presque des personnages. Los Angeles, la base, l'industrie, le danger des intrusions, la nécessité de la sécurité. Carmel, la falaise, la retraite, le dialogue avec l'océan. La Provence, le rêve devenu conflit, la beauté devenue tribunal. Et entre tout ça, des mouvements, des voyages, des lieux choisis pour leur discrétion. Vous voyez la carte? Ce n'est pas une carte de richesse. C'est une carte d'échappatoire. Alors, parlons du luxe le plus cher de tous, la confidentialité. À ce niveau de célébrité, l'intimité est un diamant. Et Brad Pitt a appris, parfois violemment, que sa vie privée peut se transformer en feuilleton mondial. Ses relations, ses divorces, ses batailles juridiques, tout est scruté, commenté, transformé en récit public. Et ça crée une situation presque absurde. Plus vous êtes riche, plus les gens veulent connaître votre douleur. C'est pour ça que le luxe de la vie de Brad Pitt en 2025 n'est pas seulement dans les maisons et les voitures. Il est dans tout ce qu'on ne voit pas, les équipes juridiques, les accords, les protections, les murs invisibles. Et dans ce contexte,
Un simple message privé devient une pièce de procès. Un contrat devient un champ de bataille. Une vigne devient un enjeu international. Vous imaginez le poids psychologique? Se réveiller en sachant que votre passé est un dossier, et que votre avenir est un calendrier d'audience. Si vous ressentez la tension de cette histoire, si vous sentez que derrière le luxe il y a un vrai drame humain, abonnez-vous maintenant. Parce que la suite, c'est là où tout se rejoint. L'argent, l'amour, la perte, et cette question qui revient toujours, qu'est-ce qu'on protège, quand on a tout? Revenons à Miraval, parce que c'est le miroir le plus parfait. Le domaine a été acheté à une époque où tout semblait possible. Il y avait l'amour, la famille, l'image, l'ambition. Le vin rosé devient un symbole de raffinement, il s'impose, il se vend, il s'exporte, il devient un marqueur de statut. Un rosé qui n'est plus juste du rosé, mais une carte postale liquide. Puis viennent les déclinaisons, les collaborations, les bouteilles rares, le champagne rosé pensé comme une pièce de collection. Et, en parallèle, le studio d'enregistrement renaît, modernisé, équipé comme un laboratoire sonore, attirant à nouveau des artistes. Sur le papier, c'est parfait. Le luxe, la création, le terroir, la culture. Mais dans la réalité, c'est justement parce que c'est parfait que c'est explosif. Quand une histoire d'amour se brise, les objets communs deviennent des armes. Et quand l'objet commun vaut des dizaines, voire des centaines de millions, la guerre devient mathématique. En 2025, les disputes autour de la vente de parts, des accords de consentement, des demandes de confidentialité, et des échanges privés continuent d'alimenter le conflit. On n'est plus dans une séparation. On est dans une bataille pour le contrôle d'un symbole. Et ce symbole, c'est aussi une partie de son identité. Parce que Brad Pitt, malgré tout, s'est investi dans Miraval. Dans le vin, dans le studio, dans l'image. Ce n'était pas un caprice. C'était un projet. Alors quand ce projet devient un tribunal, l'homme se retrouve face à la question la plus brutale. Peut-on posséder un souvenir? Vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous laisseriez tomber pour avoir la paix, ou vous vous battriez pour ne pas être effacé de votre propre histoire? On arrive là à un point clé, la fortune de Brad Pitt n'est pas seulement une quantité d'argent. C'est une capacité à continuer. À résister. À payer le coût de la durée. Parce que les conflits l'ont sont chers. Très chers. Et là, son empire lui donne une chose que les gens ordinaires n'ont pas, du temps. Il peut tenir. Il peut faire durer. Il peut défendre. Mais est-ce que ça rend heureux? C'est une autre question. Et c'est pour ça qu'on doit parler d'un événement plus intime de 2025, quelque chose qui n'a rien à voir avec les voitures ou les villas, la famille. Cette année-là, il traverse aussi la perte. La disparition de sa mère, figure discrète et importante de sa vie, un repère venu du monde d'avant. Le monde où il n'était pas Brad Pitt, mais juste un fils, un frère, un garçon du Missouri. Vous imaginez ce que ça fait, quand vous êtes milliardaire en influence, mais que vous perdez la personne qui vous connaissait avant tout ça? Ça remet tout à sa place. Ça rétrécit le monde, d'un coup. Et souvent, c'est dans ces moments-là que le luxe change de sens. Parce que la maison la plus chère ne peut pas acheter un repas de plus avec quelqu'un qu'on aime. La voiture la plus rare ne peut pas vous ramener en arrière. Alors certains riches achètent encore plus, pour anesthésier. D'autres, simplifient. Ils cherchent la douceur, la lenteur, la beauté calme. Et Brad Pitt semble appartenir à cette deuxième catégorie. C'est exactement ce que raconte sa marque de cachemire, le besoin de douceur. Ce que raconte sa maison sur la falaise, le besoin de silence. Ce que raconte l'art, le besoin de transformer la douleur en forme. Et ce que raconte Miraval, le besoin de ne pas être effacé. Alors oui, en 2025, il y a le luxe. Il y a les chiffres. Il y a les estimations. Il y a les rumeurs de garages remplis de machines. Il y a les montres, les objets rares, la collection. Mais le vrai luxe de la vie de Brad Pitt, c'est ailleurs. C'est dans cette capacité à vivre comme un architecte de lui-même. Regardez ses choix de carrière, il ne tourne pas tout le temps. Il choisit. Regardez ses investissements, il ne s'éparpille pas. Il construit. Regardez ses maisons, elles ne crient pas. Elles racontent. Et même quand il se retrouve au cœur d'un conflit, il continue de créer. De produire. De lancer des projets. Comme s'il refusait de laisser le drame définir toute sa légende. Et là, on arrive au cœur de l'obsession du public, mais alors, comment dépense-t-il? Il dépense comme un homme qui a compris que la vraie rareté, ce n'est pas l'or. C'est le temps. Les voitures de Brad Pitt, ce sont des expériences. Les maisons de Brad Pitt, ce sont des refuges. Les marques, ce sont des héritages. Le vin, c'est un symbole. Et l'art, c'est une confession. Si cette lecture vous touche, si vous sentez que derrière l'icône il y a une personne qui essaie de tenir debout, laissez un j'aime. C'est un petit geste, mais c'est aussi une façon de dire, on ne consomme pas juste une célébrité. On comprend une histoire. Maintenant,
faisons un zoom sur un détail que beaucoup de gens ignorent, Brad Pitt est obsédé par la fabrication. Pas seulement acheter. Fabriquer. Comprendre comment c'est fait. C'est pour ça qu'il est attiré par les maisons anciennes à restaurer, par les objets artisanaux, par la couture du cachemire, par la vinification, par la sculpture. Il aime quand une chose a une main derrière elle. Un artisan. Une intention. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il peut porter un vêtement pendant des années, pourquoi il préfère des pièces intemporelles, pourquoi il s'entoure de créations qui traversent les décennies. Le luxe, pour lui, n'est pas un feu d'artifice. C'est une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, chaque objet est un chapitre. La maison de Los Feliz, le chapitre de la famille, de l'enfance de ses enfants, d'une époque où il essayait de construire un cocon au milieu de la tempête médiatique. La vente et le déménagement, le chapitre du recentrage, du besoin de réduire le poids. La maison de Carmel, le chapitre de la solitude choisie, du retour à l'essentiel, face à l'océan. Miraval, le chapitre du rêve et du conflit, du partenariat devenu fracture. La société de production, le chapitre du pouvoir invisible, celui qui dure. Le film de Formule 1, le chapitre du retour en plein soleil, au moment où il pourrait justement vouloir disparaître. Et ça donne un portrait étrange, un homme qui semble fuir ce que tout le monde envie. Parce qu'être Brad Pitt, en 2025, ce n'est pas seulement être riche. C'est vivre dans une cage en or, et apprendre à en faire une maison. Alors, oui, on peut parler chiffres. On peut parler millions. On peut rappeler que ses propriétés, à elles seules, représentent des sommes vertigineuses. Qu'il a possédé des ensembles immobiliers gigantesques à Los Angeles. Qu'il a investi dans des biens rares sur la côte californienne. Qu'il est au cœur d'un domaine en Provence qui pèse lourd financièrement, et encore plus lourd symboliquement. On peut parler de revenus d'acteurs, de production, de marque, d'investissement. Mais le plus important, c'est ce que ces chiffres cachent. Un homme qui essaie de reprendre le contrôle de sa propre narration. Et c'est peut-être là que se trouve la leçon universelle. Parce que vous n'avez pas besoin de 400 millions pour reconnaître ce sentiment, parfois, on accumule pour se protéger. Parfois, on construit pour ne pas s'effondrer. Parfois, on veut juste un endroit où personne ne nous demande d'être quelqu'un d'autre. Alors je vous repose la question, maintenant que vous avez vu l'envers du décor, si vous aviez la fortune de Brad Pitt, quelle serait votre première décision? Acheter quelque chose de fou, ou supprimer quelque chose qui vous pèse? Dites-le en commentaire. Vraiment. J'ai envie de lire vos réponses, parce que cette histoire, au fond, parle de nous tous, de ce qu'on croit vouloir, et de ce qu'on cherche réellement. Et si vous voulez continuer ces voyages dans les vies où le luxe cache toujours une faille, abonnez-vous. Pas pour suivre des stars. Pour comprendre les humains derrière les légendes. Parce qu'en 2025, le luxe de la vie de Brad Pitt, ce n'est pas seulement des maisons, des voitures, ou une fortune. C'est une bataille permanente entre deux désirs. Le désir d'être vu, et le désir d'être enfin tranquille. Et dans ce duel-là, même 400 millions de dollars ne garantissent pas la victoire.